Oui, bonjour. Après la technologie d'aujourd'hui, je reviens un bon siècle en arrière pour vous parler de dipôle, mais on oublie assez souvent les fondamentaux. Je vais parler de choses simples, mais qui sont assez fondamentales dans n'importe quelle antenne, que ce soit un dipôle ou quoi que ce soit de plus compliqué. Donc, rappeler quelques fondamentaux, c'est toujours utile. Courant, tension, impédance, et puis vous montrer comment on optimise un dipôle. Classiquement, le radioamateur cherche le meilleur TOS. Ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Le meilleur TOS n'est pas forcément le meilleur point de fonctionnement. C'est un petit peu le centre de cette présentation. Donc, vous connaissez tous ce qu'est un dipôle demi-onde. On a deux brins. On a un courant qui est maximal au centre et qui s'annule à l'extrémité, et pour cause, il n'y a plus de conducteur, donc évidemment, il s'annule. Et parallèlement, la tension est minimale au centre, là où il y a le plus de courant, et maximale aux extrémités. Ça, de toute façon, vous le saviez tous. Donc, ce que je vous propose, c'est de couper deux pièces de conducteur parfait à très précisément un quart de longueur d'onde, de les alimenter par une source parfaitement symétrique au centre, de placer l'ensemble loin de tout obstacle et de quoi que ce soit qui puisse nous embêter. Et je vous demande quelle impédance vous voyez au centre de ce dipôle. Est-ce que quelqu'un a une idée d'une impédance qu'on pourrait voir? 73 à ma gauche. Oh, je suis dans un cas parfait, c'est parfaitement aligné, le métal est parfait, l'espace est infini. C'est très théorique. C'est très théorique. Donc j'ai une seule proposition qui est 73. Il y en a une autre peut-être? « 73 plus une partie imaginaire. » Là, autre chose? Bon, c'est votre dernier mot? Bon. Mis à part pour Yannick, on peut attribuer un bonnet d'âne absolument ringard à ceux qui ont répondu 73, parce que justement, c'est 73 plus J45. Ça, c'est une valeur théorique. Valeur théorique, alors ça vous surprend, c'est pas ce qu'on lit dans les revues radioamateurs en général, dans les articles, mais c'est pourtant la vérité. Et je vous ramène à cet excellent ouvrage qui est le livre de référence des antennes de M. Krauss, un universitaire américain des années 70, qui vous le démontre théoriquement. Alors, on ne va pas se lancer dans l'intégrale triple ce matin, mais je vais essayer de vous faire toucher du doigt pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est normal. Essayez de le comprendre avec les doigts. Le rayonnement, ça extrait de l'énergie de l'antenne. Cette énergie, elle part, et une énergie consommée en électricité, ça s'appelle une résistance. Le mot résistance, c'est tout simplement une manière de modéliser une énergie consommée. Donc on trouve 73. Pourquoi 73? J'en sais rien, mais on trouve une résistance et c'est normal. Ça montre la perte d'énergie qui sort de l'antenne et qui part ailleurs. Le milieu de propagation, lui, il s'oppose, il résiste au passage du courant dans notre antenne, tout simplement parce qu'il arrache de l'énergie. Et quelque chose qui résiste et qui retarde, en électricité, ça s'appelle une inductance. C'est juste une manière mathématique de modéliser un retard, c'est une inductance. Il est donc normal que l'on trouve quelque chose de réactif, parce que justement notre antenne est freinée par son milieu de propagation. Alors c'est un petit peu abstrait, mais je vais prendre une analogie mécanique pour que vous touchiez un peu plus du doigt. Vous prenez une baguette métallique infiniment flexible, vous l'excitez au centre par un vibreur, parfaitement au centre, hein, on est dans un cas théorique, vous l'excitez au centre par un vibreur, de telle manière à être exactement à la demi-longueur d'onde, et vous êtes dans le vide total, il est parfaitement isolé. Vous allez avoir les extrémités qui ne bougeront pas, et le centre qui va bouger. Vous n'aurez aucune résistance, parce qu'il n'y a aucune propagation, vous êtes dans le vide, il n'y a rien qui sort comme énergie. Donc votre vibreur, il va vibrer tout seul sans énergie, et on va être parfaitement à la demi-onde. Je refais la même expérience en touchant rien, mais je mets ça dans une cuve d'huile, infiniment grande, hein, je ne veux pas d'effet de bord, et je mets ça dans l'huile. Qu'est-ce qui va se passer? L'huile va propager la vibration vers ailleurs. Là, du coup, mon vibreur va commencer à devoir forcer pour générer cette énergie
qui s'en va, d'où notre résistance qui apparaît, si je fais l'analogie électrique. Et d'autre part, on ne va plus être à la demi-onde, parce que la viscosité de l'huile va nous ralentir notre vibration, et nos pointes, qui à l'origine ne vibraient pas, vont se mettre à bouger, parce que la longueur d'onde aura évolué, tout simplement. La résonance aura évolué. Et on va être ralenti, parce que vous imaginez que la viscosité de l'huile, ça nous freine notre vibration. Donc, forcément, notre vibreur est ralenti. Il se passe exactement la même chose dans une antenne dipôle, ou une antenne en général, hein, à ceci près que je ne sais pas créer le vide total qui annule tout. Parce que physiquement, il y a 3 paramètres qui influent la propagation des ondes, la perméabilité magnétique, la permittivité diélectrique et la conductivité. La conductivité, on sait la rendre parfaite. Ça va. Par contre, perméabilité et permittivité ont une valeur minimale qui est une limite physique. Il est impossible d'avoir un epsilon et un mu nuls. Physiquement, ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. On a les valeurs que vous avez pu voir par ailleurs, un epsilon 0, qui est le plus petit epsilon possible dans la nature, et un mu 0, qui est le plus petit mu possible dans la nature. Et par ce fait, quelle que soit l'antenne que vous fassiez, elle propage toujours de l'énergie, elle a toujours une résistance, et elle a toujours une réactance positive lorsque l'on est à la demi-onde mécanique. Ce que vous avez lu par ailleurs parlant de demi-onde, c'est la demi-onde électrique. Et la demi-onde électrique, c'est ce qu'on ne vous dit pas typiquement, mais elle est différente de la mécanique. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cette antenne en l'état? Oui, absolument. On a un 75 de TOS, bon, on a vu pire. Les militaires considèrent qu'à moins de 3, c'est parfaitement utilisable. Bon, c'est des militaires. Ils ne sont pas très puristes sur la technique, ce n'est pas leur sujet. Bon, on a 0,35 dB de perte par désadaptation. L'ALC de l'émetteur va nous rabattre un peu de puissance. Bon, allez, une chose dans l'autre. Oui, l'antenne n'est pas à la résonance, donc on n'a pas le courant maximal dans le dipôle. Or, le rayonnement, c'est du courant qui se déplace. Donc, si on n'a pas le courant maximum, on n'a pas le champ maximum. Donc, allez, on perd dans les 2 dB à faire ça. Bon, enfin, il manque 2 dB, ça marche quand même. Hein. Voilà. Mais, par contre, nous, ce qu'on aimerait, c'est quand même l'optimiser, récupérer nos 2 dB. Et c'est ce dont on va parler ensuite. La première chose à faire, c'est maximiser le rayonnement qui va sortir de notre antenne. Et pour ce, il faut réellement la mettre à la résonance. Indépendamment de tout, il faut la mettre à la résonance. La mettre à la résonance, c'est... bon, on va décroître les prêtres. La mettre à la résonance, c'est comme elle est inductive, c'est qu'elle est trop longue. C'est prendre une pince coupante et la raccourcir proprement jusqu'à avoir au centre de l'antenne, vraiment au centre, pas à l'autre bout du coax, hein, une phase nulle. Parce que quand on a la phase nulle, c'est qu'on est vraiment à la résonance. Donc la première chose à faire, c'est la raccourcir de telle manière à avoir une phase nulle ramenée au centre. Dans ces conditions, vous allez obtenir en gros 75 plus J0. Donc alors la résistance bouge un petit peu. On arrondit le chiffre de 75 qui est pas... C'est un ordre de grandeur très raisonnable. Dans ces conditions, vous avez réduit le TOS, vous avez perdu... Oh, il y a une grosse erreur. Perte par désadaptation de 1 dp5, excusez-moi, c'est faux. C'est une faute de frappe, c'est beaucoup moins que ça. J'ai mal corrigé mon slide. Et évidemment, on peut l'utiliser encore plus. Mais moi, je vais aller jusqu'au bout des choses. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est adapter parfaitement mon 75 ohms à 50. Alors, il y a des tas de manières de faire ça. Moi, je vais vous en proposer une qui est dans l'esprit QRP du printemps dernier. C'est quelque chose de très simple, très facile, qui ne pèse pas, qui ne coûte rien. Et donc, c'est tout simplement d'adapter par 2 morceaux de câble en série. Pourquoi? Parce que 2 morceaux de câble en série différents, c'est comme si on avait un seul câble identique. Hein. Ça ne prend pas plus de place, c'est pas plus lourd et c'est pas plus compliqué à utiliser. Mais par contre, vous allez voir que ça va nous adapter l'impédance. C'est très économique, c'est du câble standard. On n'a pas à prendre la tête avec des câbles compliqués. Ça se calcule avec des moyens simples que je vais vous exposer ensuite. Et je ne vous le démontre pas
sur cette présentation, mais ça élargit la bande passante d'adaptation. En d'autres termes, ce système-là, quand l'antenne veut devenir inductive, le système, lui, va la tirer vers le capacitif, donc va la ramener au centre, et réciproquement de l'autre côté. Pour les amateurs de dipôle 80 mètres, c'est, à ma connaissance, la seule manière pour faire un dipôle qui donne un TOS inférieur à 2 sur l'ensemble de la bande 80 mètres, qui est très large. C'est la plus large de nos bandes amateurs. Et le tout d'une manière extrêmement simple. Alors, comment ça se passe? Petit rappel sur la bague de Smith. Donc, le principe, c'est de partir... Alors, où est le point rouge? Là. Je ne le vois plus, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, j'ai utilisé un calculateur en ligne pour faire ma démonstration. Hein. Bon. Je pars ici de l'impédance qui est celle que je veux adapter, donc 75 ohms. Je mets une première ligne ici en série d'une certaine longueur, on va voir laquelle, d'impédance caractéristique 50 ohms, puis une deuxième ligne d'une certaine longueur d'impédance 75 ohms, et là, vous allez voir qu'on a 50 ohms pile poil bien au centre. Comment le voit-on sur la BAC? On part du point ici 75 ohms, la première ligne nous fait tourner, je tremble, c'est affreux, la première ligne nous fait tourner comme ceci, jusqu'à ce point, la deuxième ligne nous ramène au centre. C'est parfaitement rigoureux en termes d'abac de Smith. Hein. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Et on a un accord parfait avec simplement 2 morceaux de coaxiaux ordinaires. Qu'est-ce qu'il faut pour calculer ça? Imprimer une abac, un compas de base, un rapporteur de base, une calculatrice de base, et puis un petit peu de bon sens, ça c'est toujours. La méthode, on pointe sur une abac les 2 points qui nous intéressent. J'ai perdu mon point. Donc, on a l'impédance ici qu'on veut adapter et la cible. On trace au compas une ligne 50 ohms, on a dit. Une ligne 50 ohms, elle va autour du centre 50 ohms, nous faire tourner en cercle autour selon sa longueur. Donc, on va simplement tracer en prenant le cercle, le point central 50 ohms, un arc de cercle passant par notre cible. D'une certaine taille, on verra bien. De la même manière, pour l'arrivée, on veut arriver à 50 ohms et notre ligne 75 ohms, autour du point 75 ohms, va nous faire tourner un cercle dans l'autre sens. Le point qu'on cherche, c'est le croisement entre les deux. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il suffit de mesurer les 2 angles au centre des 2 lignes qui sont les longueurs électriques avec un simple compas, un simple rapporteur d'écolier, c'est pas très compliqué. Et à partir de là, bon, dans ce cas-là, on mesure 63 degrés, c'est juste l'exemple que j'ai pris. Hein. Et à partir de là, sachant qu'un tour sur la bague de Smith, c'est une demi-longueur d'onde, qu'on a un certain angle et que le câble qu'on utilise a un certain coefficient de vélocité, on retrouve facilement la longueur mécanique du câble qui est tout simplement ceci. D'où la calculatrice, c'est tout simple. Donc ça, c'est très facile à faire. Évidemment, on n'est pas obligé de partir de 50 ohms. Si vous avez une autre impédance à adapter, vous faites la même chose, il n'y a aucun souci. Dans l'exemple que j'ai pris, si jamais j'utilisais du câble RG58 à 145 mégas, ben voilà, j'aurais 119 mm de câble, qui est tout simplement la petite équation mise en chiffres au-dessus. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de tourner au plus court, c'est-à-dire le point qui est là. On peut volontairement rallonger nos lignes pour, alors la première, donc elle part de 75, elle tourne jusque là. La deuxième, elle part de 50, elle tourne dans l'autre sens. On a un autre point. Ça nous fait des lignes plus longues. Évidemment, 160 mètres, c'est pas très intéressant. Mais si vous faites du 432 ou du 1296, ça vous permet d'avoir des lignes plus confortables à découper et plus précises à découper que des choses qui font quelques centimètres. Ça peut être une option. Et il n'y a pas d'influence sur les résultats, sauf qu'on a un petit peu plus de pertes en ligne, évidemment, puisque les lignes sont plus longues, bon, un petit peu plus. Alors c'est très utile, évidemment, quand on monte en fréquence, d'utiliser ça. Tout ceci est vrai pour tous les cousins d'un dipôle. Par exemple, une verticale quart d'onde,
qui n'est guère qu'un demi-dipôle, bah, on n'aura pas 75 ohms plus J45, mais 75 demi plus J45 demi. On fait la même chose, on adapte à la résonance au pied de l'antenne, au centre, puis on peut faire une adaptation à câble de la même manière, dans les mêmes conditions. On peut faire la même chose avec une quad. Je ne vous démontrerai pas ça, mais une quad, c'est guère qu'un double dipôle. On arrive aux mêmes choses. Alors on part d'à peu près 200 ohms, hein, plutôt que 75, mais c'est pareil, on tourne autour de 200 ohms, c'est pas plus un problème. Et dans une certaine mesure, les antennes à réflecteurs, genre Yagi, mais là c'est un petit peu plus compliqué, j'en parle pas plus. Quelques remarques importantes quand même lorsque vous fabriquez un dipôle. Le conducteur gainé diminue la longueur d'onde. En effet, la gaine a un certain epsilon qui est supérieur à l'epsilon 0, normal, et ça ralentit donc l'onde. Oh, pas beaucoup sur l'épaisseur de l'isolant par rapport à la longueur d'onde. C'est assez peu, mais suffisamment peu quand même, enfin suffisamment quand même pour que vous le voyez bien et que ça vous coûte quelques centimètres, voire dizaines de centimètres selon votre fréquence pour réaccorder l'antenne. Donc, quand votre fil est gainé selon le type de gaine et selon l'épaisseur de la gaine, vous pouvez être amené à raccourcir plus que sur du fil nu. De même, là, on part d'un conducteur infiniment fin qui est la théorie de base, mais quand le conducteur n'est pas infiniment fin, du genre vous prenez du tube de plombier de 18 mm en cuivre et que vous faites une antenne 432, ben, là vous avez des effets de surface qui font encore que votre dipôle est à raccourcir. Mais le principe reste le même, je veux une réactance nulle au centre, puis une adaptation d'impédance. Et là vous aurez aussi votre optimum. Il n'est pas forcément tout à fait où vous le pensiez, il est un peu à côté et c'est normal. Je vous rappelle un truc de base, c'est qu'aucune antenne ne fonctionne sans un balloon. On trouve ça très souvent, on trouve son contraire très souvent écrit dans des articles, c'est parfaitement faux. On peut faire marcher une antenne sans balloon, elle marche suffisamment bien et on est content, on peut trafiquer, mais pratiquement, elle va évoluer en fonction de la météo, en fonction de la position du câble. Je pense aux gens qui font du QRP, qui installent jamais deux fois de la même manière. Ça peut évoluer en fonction du vieillissement, c'est pas sain. Et en plus, si votre câble rayonne, vous avez toutes les chances d'avoir un lobe de rayonnement qui ne ressemble pas vraiment à ce que vous avez prévu, puisque votre antenne, c'est aussi le câble. Donc, si vous voulez une antenne prédictible, stable dans le temps, stable dans son installation, mettez un ballon au plus près du centre. Ce n'est pas possible autrement. Pour être confortable, on fait 10 fois l'impédance, donc 500 ohms sur une antenne 50 ohms. Là, c'est très, très confortable. Si vous faites 400 ohms ou 300 ohms, ça sera déjà pas mal. Bon, mais faites quelque chose. N'oubliez pas de mettre un ballon. La même chose vaut pour le VNA. Quand vous mesurez votre antenne, si vous ne mettez pas un ballon sur votre câble de mesure, vous avez toutes les chances de mesurer n'importe quoi, c'est-à-dire votre antenne plus le rayonnement du morceau de câble. Donc, le VNA nécessite aussi son ballon. Oui. Ah d'accord. Quand on fait un certain nombre de mesures, il faut pouvoir accéder au point de mesure qui nous intéresse. Je vais me mettre là, ce qu'on me dit. Donc, le centre du dipôle, parce que c'est ce qu'on veut mesurer. Donc, idéalement, avec votre VNA, il faut aller calibrer au centre du dipôle pour que l'appareil fasse toutes les corrections nécessaires pour vous donner la valeur vraie. Alors, quand c'est faisable, surtout, vous en privez pas. Mais si le centre du dipôle se trouve au sommet du pylône et que c'est pas très facile d'accès, qu'en plus vous avez de la connectique de grosse taille et que votre kit de calibration c'est du SMA, bon, vous pouvez avoir quelques contraintes qui vous empêchent de le faire. Auquel cas, n'hésitez pas, dans la plupart des cas, à utiliser un kit de calibration maison. Les beaux kits de calibration qui nous sont fournis, c'est très bien quand on fait du 3 gigas, mais enfin, même à 30 mégas, on s'en fout complètement. Une goutte de soudure en court-circuit, plus de gouttes de soudure en circuit ouvert et une résistance 50 ohms de bonne qualité, à couche métallique pour faire le point central, ça marche parfaitement bien.
et vous bricolez vous-même votre kit de calibration avec un connecteur à vous que vous montez au bon endroit. Surtout, n'hésitez pas. Et à part vraiment quand vous montez en fréquence, même à 144, vous pouvez. Après, au-delà, c'est moins sérieux, on est d'accord. Mais n'hésitez pas à faire simple. Le kit de calibration n'est pas indispensable quand on ne cherche pas une grande précision. Sinon, on va calibrer avant le câble et on va en tenir compte, puisqu'on n'a pas le choix. Donc, par exemple, je suis à 1296, j'utilise un câble particulier, dont je connais le coefficient de vélocité, puisqu'il est dans le catalogue du fabricant. Et puis, il fait 30 cm, que j'ai mesuré quand même précisément. J'ai plus qu'à calculer sa longueur électrique, en corrigeant du coefficient de vélocité. J'ai plus qu'à ramener ça à la longueur d'onde, et je m'aperçois que mon câble de 30 cm, il fait 1,400 et quelques longueur d'onde. Bon, le 1, on s'en fout. On a fait des tours, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est la fraction. On a donc 0,4895 longueur d'onde, vue de la bague de Smith. Il suffit alors, sur la bague de Smith, de tourner de la valeur correspondante autour du centre pour retrouver la véritable valeur que j'aurais dû mesurer. C'est assez simple et suffisamment précis pour régler une antenne. Évidemment, ce n'est pas de la métrologie, mais c'est suffisamment simple pour régler une antenne. Pratiquement, c'est extrêmement facile à faire. C'est plus difficile à expliquer qu'à faire. Essayez, vous allez voir, ça se fait tout seul. Ce qu'on aurait pu me faire remarquer, c'est qu'il aurait été beaucoup plus malin de faire exactement une demi-longueur d'onde sur mon câble de mesure. Parce que dans ces conditions, comme j'ai tourné précisément d'un tour sur la bac, je lis la vraie valeur sans m'embêter à faire de correction. Évidemment, si vous avez l'occasion, faites-le. C'est très facile et c'est quand même vachement pratique. Bon, on peut me faire remarquer, notamment si on travaille sur les fréquences les plus élevées, que ce câble va amener un peu de perte, ce qui va un peu fausser la mesure. C'est vrai, c'est pas très difficile d'en tenir compte sur la bague de Smith, mais je vous en parlerai pas ce matin. Oublions les 0,2, 0,3 dB d'erreur et considérons que notre antenne est quand même bien réglée. En général, ça suffit. Mais encore, on ne fait pas de la métrologie. Je vous mets quelques liens utiles sur des tubes magnétiques pour réaliser des ballons. Donc vous cliquez dessus, vous allez sauter sur des sites. Deux articles qui vous parlent de ballons, par Amwave et par Innov Antennas, que j'ai trouvé bien faits, il y en a plein d'autres, mais ceux-là sont assez clairs et sont assez intéressants. Deux références commerciales et bien entendu le livre de John Krauss pour les jeunes qui fréquentent l'université. Je pense que ça doit être à la bibliothèque universitaire. J'imagine pas qu'il n'ait pas été acheté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions. Bon, pas de questions. Alors, joyeux dipôle à tous. Si, il y a une question, Yannick, non ? Yannick FKTJ, une fois de plus. Juste une question, quand on parle de très haute fréquence, on peut faire ça avec des traces sur un PCB ou Bien sûr. Bien sûr, on peut imprimer une ligne de transmission sur un PCB, bien entendu, oui. Tu chercheras et tu trouveras sans difficulté, par exemple, des antennes log périodiques UHF qui sont 100% imprimées sur un PCB et qui sont taillées pour certaines bandes de fréquences. C'est même assez classique, hein. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, je prolongerai par le fait que j'ai utilisé la méthode sur une quad en rajoutant une ligne comme ça d'adaptation pour ramener du 100 ohms vers 50. Ça fonctionne très bien et ça fait effectivement des bandes passantes splendides. Ça augmente la bande passante par rapport à d'autres systèmes, ce qui est très pratique. Vraiment, les amateurs de 80 mètres qui ont des dipôles, pensez à adapter votre dipôle avec ça plutôt qu'avec autre chose. Essayez-le, vous allez voir, c'est
C'est très très bien. Je crois que tu as une question derrière toi de Stéphane. Oui, bonjour Stéphane, F8CFE. C'est pas tant une question qu'une info, mais Alain sera d'accord, je pense, de diffuser les planches de la présentation et puis la vidéo comme ce qui avait été fait là pour ConfQRP. Parce que moi, il y a des passages qui ont été un petit peu rapides pour moi. Et donc voilà, ça me permettra de me replonger Oui, dans... bah, si tu veux une explication, je reviens en arrière, je te la donne. Hein. Les planches des présentations seront mises à disposition sur le site de l'ARA 35. Bonjour, et pareil, c'est plus une remarque qu'une question. Vincent, 4 JQW. Moi, il y a eu certains passages un peu rapides pour moi aussi. C'est vrai que certains schémas ou images auraient pu m'aider à savoir comment placer par exemple le balloon. Alors le balloon au cul de l'antenne, ça j'avais bien compris, mais je veux dire certains montages par exemple, quand on commence à parler entre le VNA, où est-ce qu'on va le mettre exactement, à la distance du câble, enfin, voilà, ce genre de choses. Mais c'est tout, c'est juste des remarques d'un débutant, quoi. Ça manquait d'un peu d'image, je suis d'accord, mais j'ai fait ça ces derniers jours à toute vitesse, pour être honnête. En ce qui concerne le balloon, je vais dire une évidence, vous avez tous compris, mais vous n'allez pas forcément le faire. Le balloon est au plus près du centre de l'antenne. Parce que si vous le mettez plus loin, tout simplement, vous avez un risque que le morceau de câble au milieu contribue à son rayonnement. Alors vous allez me dire, vous avez fait un dipôle 160 mètres, vous mettez le balloon 2 mètres plus bas parce que c'est pratique pour l'accrocher au pylône, on s'en fout, c'est pas grave. Vous faites un dipôle 432, vous mettez le balloon 7 ou 8 cm au-dessous parce que c'est pratique, et c'est catastrophique parce que ces 7 ou 8 cm sont très significatifs face à la longueur d'onde. C'est une affaire de rapport à la longueur d'onde. Donc un tout petit rapport, c'est pas grave, mais dès que ça grandit, ben, ça rayonne, quoi. Voilà. Donc le balloon au plus près du centre, quoi qu'il arrive. Même si mécaniquement ça vous embête un peu. Alors je dis ça notamment pour les antennes UHF. Hein. Vous faites une antenne 432, vous voulez mettre un balloon avec une perle de ferrite. Ouais, mais tout près il y a la soudure, ah, puis là il y a le support et tout. Vous mettez ça 10 cm plus bas. Votre antenne est lamentable. C'est tout, juste parce que ça ne vous arrangeait pas. Et c'est très spontané, on fait tous ça un jour. Hein. On fait tous ça un jour. Mais il ne faut pas, c'est vraiment au centre, même si mécaniquement c'est embêtant. Une dernière question ou remarque? On va pouvoir passer à la présentation suivante.